j'ai fait effectivement cette recherche dans le contexte de ma thèse doctorale, que j'étais sous la direction de Chantal Laverne et Marie-André Poirier. Pour vous situer un peu, effectivement, comme Marie-Joëlle disait, ici, on avait essayé de vous montrer comme 3 décisions différentes, donc 3 décisions clés dans les processus cliniques. Donc, la première, c'était dans l'évaluation avec la présentation de Marie-Joëlle, puis après, du placement et choix de milieu avec Marie-André. Mais dans mon cas, je me concentre surtout dans les mesures, en fait, qui visent les projets de vie alternatives, en fait, les projets de vie permanentes alternatives pour les enfants. Donc, c'est les choix de milieu, mais pour, en fait, un enfant qui va vivre jusqu'à sa majorité dans ces milieux. Donc, la question qui a animé ma recherche, c'est comment s'est construit ces décisions et vraiment comprendre les processus. Donc, je me concentre plus, en fait, dans les individus de façon isolée, mais c'est plutôt, en fait, des processus qui sont mon unité d'analyse, puis l'interaction. Pour ce faire, je m'inspirais de la théorie de la structuration des guidance et aussi de la ethnométhodologie. Donc, je reviens un peu à ce que Mathilde a introduit. Dans mon cas, j'ai fait des observations qu'on ne l'utilise pas souvent, mais pour vraiment, vraiment essayer de dégager, en fait, tous les aspects qui interagissent pour les processus comme tels. J'ai fait des observations pendant 9 mois dans 2 équipes ici à Montréal. Et j'ai aussi mené des entrevues avec des acteurs clés. Mais des entrevues, c'était plutôt pour alimenter les observations que j'ai déjà faites, en fait, pendant mon terrain. En fait, je ne veux pas passer pour tous les constats de mon étude, parce qu'ils sont beaucoup, en fait, mais pour rester en cohérence avec les présentations de Marie-Joëlle et Marie-André, je voulais vraiment revenir sur cet aspect, en fait, collectif des processus de prise de décision, où il y a beaucoup des acteurs avec des mandats différents à l'intérieur de l'organisation. Puis l'importance de la collaboration et de la négociation pour arriver, en fait, à prendre ces décisions et aussi pour prendre une décision qui soit vraiment réfléchie. Je reviens aussi au fait que c'est une décision complexe. Donc, Marie-Joëlle et Marie-André ont parlé de tous les facteurs qui interagissent. Je n'aurai pas le temps de vous parler, en fait, de ça aujourd'hui, mais je vais plutôt me concentrer sur des facteurs que j'ai nommés, en fait, des facteurs sous-jacents à ces processus et qui peuvent aussi connaître des tensions. Donc, je vais me concentrer plutôt sur ce que j'ai nommé logique institutionnelle, que c'est la coexistence des 3 logiques, c'est la logique managérielle, clinique et juridique, qui coexistent et qui vont structurer, comme Marie-André avait parlé, en fait, de cet aspect des contraintes, mais aussi d'organiser la pratique. Donc, structure la pratique, surtout le processus de prise de décision pour les projets de vie de permanence. Donc, c'est important quand même à noter avant de passer en fait la description de ces 3 logiques qui sont toujours traversées par l'intérêt de l'enfant, qui est ces contraintes de temps dont Marie-Joëlle avait parlé, cette pression de temps est aussi pressante par la durée maximale des placements. Puis, et qui ici, on a cette optique en fait de la gestion des risques, mais ce n'est plus la gestion des risques à court terme, c'est vraiment la gestion des risques à très, très long terme, parce qu'il faut penser aussi qu'est-ce qu'on peut en fait faire pour que cet enfant s'insère dans son projet de vie qui va durer jusqu'à sa majorité. Donc, on n'est plus vraiment à penser en fait qu'est-ce qu'on fait pour réagir en fait à court terme. Donc, si on revient à ces logiques, on a la logique managériale, qui c'est plutôt comment s'organise en fait à niveau administratif cette institution. Ça vise, c'est sûr, à organiser, mais aussi à rendre opérationnel en fait le travail. Donc, ça vient organiser un peu la pratique avec une normalisation et standardisation de la même. D'une part, on a la logique juridique qui est omniprésente en protection de la jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans les clinico-juridiques ou les clinico-légales. Et ça renvoie à tous les aspects juridiques, mais aussi à la relation avec les tribunaux qui est vraiment importante pour les processus de prise de décision en protection de la jeunesse. En dernière, on a la logique clinique, qui est une logique en fait aussi omniprésente, qui est très, très axée aussi sur la mission. Et c'est un peu ce qui donne l'essence aussi à la pratique. Ça traite en fait à la relation directe
avec les intervenants, en fait, avec les familles, avec les enfants, mais aussi entre les professionnels. En fait, c'est ici, dans cette logique, que les intervenants vont combiner toutes leurs connaissances pour mieux, en fait, s'adapter à la singularité de chaque cas, mais aussi pour, en fait, faire face à l'incertitude qui entraîne cette complexité dont on vient de parler. Mais on voit quand même que ces logiques sont sous tension. Donc, j'ai pu quand même identifier quelques tensions que je vais vous nommer rapidement. Donc, d'abord, la tension entre les logiques cliniques et juridiques. Si on parle en fait de cette tension, on revient à cette idée en fait de comment dans la mission qu'on a en protection de la jeunesse, on doit jongler tout le temps et de façon systématique avec la logique clinique et juridique. Donc, pour les cas du processus décisionnel, en fait, autour des projets de vie de permanence des enfants, surtout 0 à 5, on voit qu'il y a toujours en fait des problèmes qui ont été nommés. En fait, de la conciliation des droits des parents avec les droits des enfants, en fait, les intervenants se sentent un peu tiraillés entre les deux. Donc, ils se demandent jusqu'à quel temps, en fait, jusqu'à quand on doit comme vraiment investir dans les parents quand on voit qu'il a des profils vraiment sombres qui sont devant. Parce que quand on pense vraiment au projet de vie des permanences alternatives, on n'est plus dans des profils, en fait, qui ont un visage, une réunification. On est vraiment à penser, en fait, à des alternatives à la réunification avec les parents. Donc, dans ces cas, il se demande jusqu'à où il faut aller, en fait, à investir dans les parents. Il voit quand même, en fait, en tension aussi avec les tribunaux, puisque d'un aspect plus clinique, en fait, en protection, on est plutôt dans son planification concourante. Donc, on pense toujours à plan A, B, C pour cet enfant, en fait, tandis que le tribunal va penser, en fait, dans une optique plus étapiste. Donc, il va penser d'abord, il faut travailler, en fait, pendant la durée maximale de placement, à réunifier cet enfant. Et c'est vraiment après qu'il faut penser à d'autres options. Mais si on voit déjà qu'un profil est sombre, les intervenants se questionnent beaucoup sur cette optique que c'est des étapes, en fait, ils perdent le temps qui est fondamental pour l'enfant. Puis un deuxième élément qui est aussi mobilisé, c'est par rapport au choix de milieu. Surtout parce que le tribunal va toujours, en fait, privilégier l'emplacement dans son tiers, en fait, significatif, dans son FAP. Mais cette question, surtout, il retrouve des tensions quand ce n'est pas le cas, en fait. Le tribunal va questionner ces décisions des intervenantes. Une deuxième tension qui a été identifiée, c'est la tension entre les logiques cliniques et managériales. Ici, c'est vraiment important parce que c'est un peu cette optique, en fait, quand finalement ces moyens qui ont été mis en place pour organiser la pratique ou pour mieux organiser la pratique prennent aussi la place des fins de l'institution, de la mission de l'institution. Donc, ça crée beaucoup de malaise en fait, dans le processus de prise de décision. Et on voit comment cette standardisation, si bien c'est nécessaire, quand même, besoin de balises. Mais le plus important, c'est que ces balises, en fait, soient vraiment, en fait, des balises flexibles, qui permettent quand même une marge de manœuvre des intervenants, parce que c'est eux qui vont jongler avec la complexité, c'est eux qui doivent finalement prendre les décisions qui sont éthiques, en fait. C'est des dilemmes éthiques. Et puis, pour ça, il faut vraiment laisser une marge de manœuvre pour ces intervenants. Mais en même temps, ils vont aussi nommer les conditions organisationnelles. Donc, ça ne suffit pas, en fait, de laisser la marge de manœuvre si on ne donne pas, en fait, des conditions ou des moyens pour bien faire leur travail. Donc, j'ai quand même identifié, en fait, beaucoup de problèmes par rapport, en fait, aux conditions organisationnelles. On peut nommer, entre autres, la lourdeur des tâches administratives, surtout après, en fait, la fusion, hein, et la réforme Barrette, qui en nomme beaucoup depuis le dernier temps. Mais ça a, en fait, élevé le temps pour l'intervention. Les peu d'espace de réflexion et de supervision. Donc, on voit quand même, Marie-Joëlle a nommé aussi ça, comment on va élever aussi cet espace et on va plutôt, en fait, axer les supervisions à des supervisions administratives. La pression de temps, les critères d'évaluation des performances, puis les roulements de professionnels aussi, mais aussi l'individualisation de la responsabilité.
on dirait que de plus en plus, c'est l'individu qui porte la responsabilité d'intervention et ce n'est pas nécessairement l'organisation ou les équipes qui les portent. Donc, ça, c'est vraiment lourd à porter aussi pour les intervenants. Comme dernier point, j'ai pu aussi dégager, en fait, des tensions entre les trois logiques. Et c'est surtout relié, en fait, à la collaboration entre les différents services à l'intérieur de l'organisation. Donc, on voit surtout émerger ces tensions quand on parle, en fait, de services d'accueil, en fait, de ressources d'accueil. Donc, on voit, par exemple, comment les familles d'accueil, les ressources familles d'accueil est sous tension, puisqu'il a vraiment une pénurie de services. Donc, il voit quand même une pression pour libérer, en fait, leur place. Donc, ça joue beaucoup dans les processus décisionnels. On sait qu'il renvoie en fait à l'évaluation des FAP. On a aussi les services d'évaluation des milieux substituts qui doivent quelque part aussi évaluer, par exemple, les familles d'accueil de proximité, mais ils doivent quand même les évaluer avec en fait des balises très, en fait, claires, au même niveau qu'une famille d'accueil traditionnelle. Donc, ça questionne beaucoup aussi, les intervenants, ça questionne beaucoup aussi, en fait, ça pose beaucoup de problèmes pour la pratique. Dernièrement, on a aussi les tensions qui sont reliées aux services d'adoption qui vont gérer les familles d'accueil des bancs mixtes. Pourquoi on se pose beaucoup de questions là-dessus? Parce qu'en fait, il a tout un principe qui joue, que c'est un principe de l'offre de la demande. Donc, ils se disent, en fait, on n'a pas de familles d'accueil intéressées à accueillir des enfants plus âgés, par exemple, ou qui ont des besoins spéciaux. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces enfants si on va être soumis seulement à cette logique d'offre et demande et pas nécessairement à l'intérêt de l'enfant? Un autre questionnement aussi qui est émergé par rapport aux familles des bancs mixtes, c'est la définition différente qu'ils ont par rapport, en fait, aux services. Pour eux, ils sont plutôt, en fait, des familles adoptives, donc vraiment des familles à vocation adoptive, tandis que pour les restes des professionnels qui vont collaborer dans les processus de prise de décision, c'est plutôt des familles de permanence. Donc, ça crée aussi de la tension parmi eux. Si on revient aux conclusions, on va passer rapidement, en fait, aux conclusions qui vont faire état, en fait, des trois présentations. Donc, d'abord, les processus de prise de décision est complexe et dynamique, mais aussi est interactif et collectif. Et cet aspect collectif, ce n'est pas seulement en fait collectif par rapport en fait à l'interaction à l'intérieur de l'organisation, mais aussi c'est interactif par rapport à la relation avec les parents, les enfants, mais aussi avec d'autres services à l'extérieur, donc les tribunaux, puis aussi les services de première ligne, les services communautaires, donc il faut quand même en tenir compte. Les résultats relèvent aussi l'importance des acteurs et de leur marge de manœuvre, puisque c'est eux qui doivent toujours jongler avec cette complexité, puis des acteurs individuels, mais aussi des acteurs collectifs. Donc, dans ce sens, l'important, c'est la collaboration pour bien mener, en fait, ces processus et l'importance des conditions organisationnelles et structurelles aussi pour, en fait, le faire. Donc, on finit avec ça pour ouvrir, en fait, aux questions.